Un bon boulot, témoignages, discussions et reportages sur les grandeurs et les misères du travail. Y a-t-il des bons boulots ? Qu'est-ce qui caractérise un bon boulot ou au contraire un sale boulot ? Épanouissement, reconnaissance, insertion sociale, créativité, maîtrise d'un métier, sentiment d'utilité, ou bien aliénation, émiettement du travail, perte de sens, management toxique, burn-out, dépression. Qu'est-ce qui fait la différence ? Le travail lui-même, ses conditions d'exercice ou les possibilités offertes à une personne de s'y investir et d'y gagner une certaine autonomie. Le sujet est vaste et délicat quand il s'agit de témoigner. Nous parlerons métier, nous aborderons les raisons pour lesquelles un individu s'épanouit dans son travail. Nous chercherons aussi à comprendre sous quelles conditions un bon boulot pourrait être dévalorisé et devenir parfois un sale boulot. Mao et Tilouane, 21 ans, se sont rencontrés au lycée expérimental de Saint-Nazaire, un établissement co-géré par le personnel et par les élèves. L'un a été jusqu'au bac, l'autre pas. L'un va exprimer ses vœux de formation sur la plateforme Parcoursup. L'autre maintient ouvert l'ensemble des possibles tout en s'interrogeant sur la nécessité de travailler. Tous deux équilibrent leurs besoins et leurs revenus et posent des questions fondamentales sur l'orientation professionnelle et l'épanouissement dans sa vie et éventuellement au travail. Bonjour Mao. Bonjour. De quelle manière vous pourriez présenter rapidement cette fois-ci vos expériences professionnelles, expériences de travail et peut-être vous poser la question du travail déjà au lycée, déjà au collège. Ouais. Mon rapport au travail dans ma vie, moi j'ai commencé à travailler à 12 ans par parcimonie quand je voulais faire de l'argent de poche. Mon père m'emmenait sur les chantiers parce qu'il est artisan. Donc artisan maçon, hein, c'est pas rien. Ouais. Après, quand je suis arrivé au lycée, j'avais aucune projection concrète de comment je voyais mon futur, donc non plus dans le travail. Et puis j'ai fini par me retrouver au lycée expérimental. Pendant le lycée expérimental, j'ai fait un peu de saison dans les marais salants, verger de pommes. Bon, je touchais un petit peu et puis, à l'expérience professionnelle. Puis après, quand j'ai arrêté le lycée expérimental, j'ai travaillé 3 mois en usine. Et actuellement, je me suis créé ma structure, on va dire. Je vends à manger dans des rave parties à prix libre. D'accord. Le lycée expérimental, on a été un peu vite. Comment s'est fait le choix là, de ce lycée ? Comment vous y êtes arrivé ? C'est quelqu'un qui l'a fait et qui m'a dit que ça existait. Et pourquoi ce choix ? Parce que ça semblait plus facile ou mieux pour vous que de rester dans un lycée dit normal. Enfin. J'étais déjà plus au lycée normal, j'avais déjà dégoûté, aucune envie d'y retourner. Le truc, c'est que j'avais pas le bac et que je voulais pas non plus aller dans une carrière pro ou intérimaire. Et du coup, pour reprendre des études, en fait, quand on m'a dit qu'il y avait une opportunité d'aller vers le bac, mais d'une manière plus alternative, qui me parlait mieux, là, ça me semblait évident. Ouais. D'accord. Donc Tilouane, même question, et je précise que vous étiez dans le même lycée expérimental que Mao. Moi, alors déjà, j'ai pu accompagner Mao quand il était dans les marais salants, ça arrivait 2-3 fois. Ah, vous avez travaillé là aussi ? J'ai pas travaillé, en fait, je l'ai accompagné, donc j'ai pu le voir travailler. C'était mon stagiaire. Donc il travaille, ouais. Et sinon, j'ai eu 2 expériences de boulot. J'ai été veilleur de nuit en ESAT avec un public de personnes en situation de handicap mental et actuellement je suis en service civique à Radio U en tant que reporter sur les transitions écologiques. Peut-être revenons tout simplement et rapidement sur souvent à 10 ans on a envie de faire quelque chose, pompier, aviateur, je sais pas quoi. Vous aviez une idée, on vous avait posé la question quand vous étiez enfant carrément, avant l'adolescence même ? Bon, alors moi j'ai aucun souvenir d'un métier rêvé quand j'étais enfant. Je viens de me rappeler d'un autre souvenir, parce que tout à l'heure j'ai dit fleuriste, mais je voulais sauver les animaux quand j'étais petit. Sauver les animaux, vétérinaire peut-être ? Oui, c'est ça, aller sauver les pandas. Ou alors Greenpeace ? Oui, c'est ça. Ouais, c'est un beau métier. Moi aussi j'ai pensé à ça. Moi je voulais les filmer, les animaux. D'accord. Et puis actuellement d'ailleurs dans les collèges ça se passe, il y a les conseillers d'orientation qui viennent et qui vous demandent ce que vous voulez faire. Vous avez 14 ans à ce moment-là. Comment ça s'est passé pour vous à 14 ans en 3e ou en 4e, en 3e quand on vous a demandé, alors l'orientation professionnelle, Mao ? Alors moi je me souviens pas directement, mais ce que ma mère
les souvenirs qu'elle en a, c'est que moi j'ai une dysgraphie, ça veut dire que j'ai du mal à être précis avec mes mains, et du coup j'étais pas bon à l'école non plus. Et quand la conseillère m'a dit bon bah t'es pas très bon, peut-être tu peux aller vers une filière professionnelle, là on lui a dit mais oui mais non mais il a un handicap, ah bon bah dans ce cas-là il va rester dans la filière générale puisque ça peut pas être possible professionnel, mais c'est tout. Parce que vous n'étiez pas bon, c'est pro, et finalement, parce que vous êtes encore moins bon, c'est filière générale. C'est un peu le raisonnement. Ouais. Ouais. Et comment ça s'est passé pour vous, Tilouane ? Eh ben, pour moi, du coup, je savais pas du tout vers où m'orienter. Et en fait, déjà au collège, je pensais aux études post-bac. Et donc, j'étais allé voir une conseillère d'orientation qui m'avait demandé ce que j'aimais. Donc, je lui ai dit que j'aimais l'art. Et donc, elle m'a conseillé de faire des études dans l'art. Et c'est pas aller beaucoup plus loin. Ouais, c'est court. Ça aide pas un enfant ou un adolescent à aller vers un travail. Ouais. Maintenant, on va aller sur votre travail. Ce que vous faites en ce moment, tous les deux, vous travaillez en ce moment. Donc, on va peut-être commencer par Mao. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé vous vendez de la nourriture, des sandwichs, dans des rave parties. Est-ce que vous pourriez décrire ce travail ? Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je fabrique des bijoux avec des composants électroniques. Je fais on va dire, des sortes de wraps chauds. Donc d'un côté les bijoux, de l'autre côté les wraps. C'est ça. Et en fait, du coup, je vais dans des rave parties. Donc, pour contextualiser, une rave party, c'est quoi ? C'est un groupe qui a du matériel sonore, qui se dit, bon, bah là, dans tel champ ou dans tel hangar, ce week-end, on va mettre des grosses machines qui font du son, et on demande l'avis à personne, et on le fait. Et donc, des fois, ça peut... Enfin, du coup, c'est aucun cadre légal, donc aucune sécurité que les autorités peuvent être violentes ou quoi. Et du coup, moi, je me mets en contact avec les organisateurs en amont ou pas du tout. Je m'incruste sur le lieu où alors j'y suis prévu. Et en fait, je me mets sur place, je mets ma tonnelle, mes réchauds, et je fais des pains avec des légumes, du fromage, des œufs, et tout ça à prix libre. Il y a plein de questions là. Donc, une tonnelle, c'est une espèce de tente. Ouais, c'est ça. Et les réchauds, c'est... Du réchaud de camping avec bouteille de gaz comme on a à la maison. D'accord. Là, vous avez un véhicule ? Ouais. D'accord. Et donc, vous faites, m'aviez décrit, d'un côté, vous faites le pain sur place, c'est ça ? Ouais, c'est-à-dire que je fais la pâte le jour même. Donc, c'est-à-dire que je commence à travailler vers 16h où je fais la pâte à la maison, je fais la ratatouille. Et qu'après, sur place, j'étale les pains, je les cuis. Et je réchauffe la ratatouille. Et voilà. D'accord. Après libre. On va revenir sur après libre tout à l'heure à propos des revenus, comment gagner sa vie, ouais. Et les bijoux, vous les faites à l'avance ? Ouais, je les fais, ouais, c'est ça. Je me donne pas, enfin, je le fais un peu tout le temps, quoi. D'accord. Et comment vous entrez en contact avec les organisateurs de fêtes techno ? Alors, ça, c'est vraiment une question de milieu et de connaissances. C'est-à-dire que des fois, j'ai pas de contact. Ça veut dire qu'en fait, comment ça se passe dans la rave party, vu que c'est pas déclaré, qu'il faut se protéger, parce que si la police sait à l'avance qu'il y a un événement, bah, l'événement n'aura pas lieu parce que la police l'empêchera. Donc, en fait, il y a des réseaux sur Internet qui sont un peu cachés, qui se veulent cacher. Et en fait, dessus, ça partage des informations en avance, mais sans être très précis. Et du coup, le moment même, 1 heure avant, on sait qu'on donne un point GPS et du coup, on y va. Et d'accord, c'est difficile pour la logistique, ça ? Bah ouais, c'est difficile dans le sens où, par exemple, quand j'ai pas d'informations, du coup, bah, ça dépend. En fait, généralement, ils disent à l'avance, un sound system dit, je vais faire une teuf ce week-end, sans donner aucune information. Et du coup, moi, vu que j'ai beaucoup d'amis dans le milieu techno, je leur demande, mais est-ce que vous connaissez pas des organisateurs qui posent ce week-end ? Et du coup, vous pouvez mettre en relation avec eux. Ça, c'est quand ça marche bien. Et quand ça marche pas bien, ça veut dire que le soir même, j'ai préparé ma cuisine, mais je ne sais pas encore où je vais aller. Ah, c'est vrai ? Ouais, ça arrive des fois. Et du coup, voilà. Là, vous arrivez en éruption un peu. C'est ça. Donc, de façon, vous rajoutez l'illégalité à l'illégalité. Là, ça peut devenir vraiment précaire, ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Et j'ajoute que je suis pas tout seul. J'ai souvent des amis qui m'accompagnent et qui, moi, j'ai commencé à plusieurs à faire ça. Bon, maintenant, c'est moi qui tiens le bateau tout seul, mais à la base, c'est un projet de groupe. D'accord. Et alors, dans un autre univers tout à fait... Donc, on précise quand même les horaires. Hein. C'était de 16h à 10h du matin. De 4h du soir à 10h du matin. Ouais, c'est-à-dire que j'ai 5-6 heures de cuisine. Après, ça peut être, je sais pas, 20 minutes de route comme 2 heures. Et après, bah, c'est de 1 heure. Enfin, j'arrive à minuit sur place. À 1 heure, je sers le premier repas. Et bon, bah, après, ça dépend comment je tiens, mais généralement, c'est à 10 heures, je plie bagage, quoi. Du coup, à
13h, à 13h, j'arrive chez moi, j'ai fini de débarrasser. Ouais, donc 16h, 13h, c'est un travail de nuit qui demande de tenir, ouais. Et pour Tilwan, donc c'est tout à fait un autre travail. Oui. Alors déjà, moi pour les horaires, c'est quand même plus sympa parce que je fais du 14h-19h, donc c'est quand même plus tranquille. Et donc, c'est le travail à Radio U, précisons. Oui, en service civique, aussi, il faut préciser. Parce que du coup, c'est pas concrètement un travail. En fait, j'ai une indemnité qui est payée par l'État et par l'accord Lab. Et donc... Mais si, c'est un travail quand même. Enfin oui, c'est un travail, mais... Heureusement que l'État aide à l'insertion. Hein. Et donc, en fait, je fais plein de choses à la radio. Donc, sur le papier, mon métier, c'est reporter sur les transitions écologiques. Donc, l'idée, c'est de faire des reportages où je mets en valeur des actions locales, donc dans le Finistère, voire sur Brest, liées à la transition écologique. Et en fait, je vais avoir d'autres. Je vais faire aussi d'autres choses. Par exemple, je fais souvent la technique de la quotidienne à Radio U. Ou alors, il va y avoir des plateaux. Ça m'arrive de faire des interviews d'artistes aussi à l'émission Stud Radio, par exemple. Moi, je précise que j'ai travaillé avec Tilwan. On a fait un reportage ensemble sur la réserve des matériaux. Bon, c'était super. Et après, vous faites le montage, vous faites... ouais. Bah, surtout que c'était assez nouveau aussi, la réserve de matériaux, parce que du coup là, j'avais déjà, vous m'aviez laissé un peu faire ce que je voulais sur le montage. Et donc, effectivement, en plus de l'interview, on a fait 2 reportages. Oui. Et donc, il y a eu tout le montage de l'interview de 1 heure, plus les 2 reportages à monter aussi. Ouais, vous êtes allé jusqu'à la conception. Ouais. Et heureusement, parce que le résultat était mieux que si c'est moi qui l'avais fait. Hein. C'était vraiment bien. Alors, là, on voit 2 boulots très différents. Maintenant, on peut creuser les compétences. Essayer de décrire, c'est toujours difficile de savoir les compétences qu'on a. Mais bon, c'est intéressant de savoir, de se poser la question. À la fois les compétences et le plaisir qu'on en tire de ce truc, de ce qu'on fait. Et les difficultés aussi. Peut-être, Mao, on peut commencer. Compétences, plaisir, difficultés. Alors, compétences. Alors moi, je pense que ça demande... ça demande de tenir un... C'est un peu comme un bateau. Tu pars, il faut tenir le truc jusqu'au bout, quoi. Dans le sens où... si jamais tu finis ta cuisine... Ça arrivait des fois, on met trop de temps à faire la cuisine et on arrive à 4h du mat sur la live party. En fait, là, on a loupé la moitié du... Enfin, pas la moitié. Oui, les gens ont plus faim, là. C'est ça. En fait, du coup, t'es obligé de tenir... Tu commences, t'es obligé de tenir le truc, quoi. Donc, ça demande de tenir un train. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, je travaille qu'une fois dans la semaine, mais par contre, c'est super condensé. Donc, c'est super stimulant, mais par contre, il faut pouvoir tenir le jour, quoi. Mais il faut savoir faire la cuisine. Ça va. C'est pas très compliqué. Non, là, la cuisine, ça va, c'est pas un très grand level, parce que c'est juste couper des légumes, cuire des légumes, après avoir un petit peu de goût avec les épices, faire du pain, mais ça, je pense que tout le monde peut le faire. Après, oui, effectivement, il faut tenir le rythme, il faut parler à des gens qui peuvent... Oui, parce que c'est un milieu particulier, il y a des gens, sans vouloir sortir des clichés, mais il y a des gens qui peuvent au moins peut-être avoir bu trop d'alcool, peut-être avoir pris, je sais pas, de l'ecstasy, on n'en sait rien. Mais c'est un public compliqué. Bah, disons qu'en fait, c'est bien et pas bien à la fois. Ça veut dire que les gens, ils peuvent être effectivement super altérés, donc ils peuvent être lourdingues et pas comprendre qu'ils sont chiants. Ouais. Mais d'un côté, ils sont super sympas. Et du coup, ils sont super émerveillés aussi. Dans le sens où, du coup, c'est moins jugeant, quoi. On se sent plus accepté. Les gens, ils sont plus empathiques. Et d'accord. Du coup, quand vous gérez une queue, par exemple, s'il y a 10 personnes qui sont devant vous, là, ça, c'est pas un stress, c'est pas... Non, pas du tout, parce que justement, les gens, ils sont très détendus, quoi. Ils ont pas un truc sur la montre, quoi. C'est détente. D'accord, ok. Donc là, on voit le plaisir... oui, voilà, sur les compétences, qu'est-ce que je vois d'autres compétences ? Faut tenir toute la nuit, ça, c'est... Faut tenir, ouais. Il faut avoir la tchatche, il faut parler, parce que du coup, moi, vu que je suis à prix libre, il faut aussi tenir sa vitrine dans le sens où, en fait, moi j'ai fait le choix de ne pas faire un prix fixe parce que
déjà, moi je paye pas tous mes aliments parce que c'est pour la plupart des invendus alimentaires, mais aussi que moi je trouve que ça a un sens pour moi de donner à manger même à ceux qui n'ont rien. Parce que je trouve ça dégueulasse que ceux qui ont beaucoup, en fait, ils peuvent avoir un besoin vital, et ceux qui n'ont rien, ils peuvent pas l'avoir. Et du coup, le prix libre, c'est un peu un jeu dans le sens où des gens, ils arrivent, et du coup, des fois, ils donnent très peu, sans justifier. Alors que tu te dis qu'ils ont un peu de sous, et du coup, des fois, il faut rappeler le concept. C'est-à-dire, en fait, prix libre, c'est pas juste c'est gratuit si tu as envie que c'est gratuit, c'est que ça marche que si les gens qui ont des sous, ils donnent, et ceux qui ne peuvent pas, ils peuvent pas. Oui, c'est prix libre et conscient. C'est ça. Donc ça peut jouer sur la mauvaise conscience même. Mais du coup, des fois, il faut tenir le truc et dire rappeler aux gens. Et des fois, il faut aussi, dans l'autre sens, des gens, ils hésitent, ils disent attends, mais je peux avoir à manger, mais j'ai 50 centimes. Mais oui, justement, prends. Des fois, il faut les chercher. Les gens, ils ont peur d'oser, en fait. Du coup, il faut aussi aller les chercher. Il y a aussi des prix indicatifs, quand même. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que des fois, les gens, ils comprennent le concept du prix libre. Des fois, il faut leur rappeler, nous dire en fait, ça, c'est 5 € en moyenne. Si tu donnes plus, du coup, tu soutiens ceux qui donnent moins. Si tu donnes moins, tu fais comme tu peux. D'accord. Ça, on va dire que ça fait partie à la fois des difficultés et des plaisirs. Quel autre plaisir? La rencontre, la musique La musique, après, moi, je suis assez difficile. Donc, à force d'être tous les week-ends en teuf, d'un moment, je finis par pas aimer. Enfin, il y a plein de trucs où je suis en mode, ça m'intéresse plus. Mais si les gens sont du coup, ça fait des rencontres. En fait, ça permet d'être super social. Ça permet de parler à beaucoup de monde, quoi. Donc, c'est un plaisir de parler. D'accord. Et les difficultés majeures, peut-être, ça peut être quoi? La difficulté majeure, c'est que il y a d'autres stands de nourriture, donc du coup, ça marche pas parce que du coup, il y a pas assez de demande. Ah oui, ça, vous n'arrivez pas à vendre parce qu'il y a beaucoup de concurrence. C'est ça arrive qu'il y ait de la concurrence. Ce qui peut arriver, c'est que la police mette des amendes. Oui. Du coup, là, le chiffre d'affaires, il est réduit à néant. Ça peut arriver aussi, ça m'est pas encore arrivé, mais la police elle peut intervenir violemment. Et du coup, dans ce cas-là, je me demande comment ça peut se passer. Oui, partir avec ses casseroles, c'est pas facile. C'est ça. La difficulté, après, ça va. Hein. D'accord. C'est plus dur, c'est de tenir, quoi, en termes d'énergie. Bon, on reviendra sur le prix libre tout à l'heure à propos des revenus. Le travail, compétences pour bosser ici à Radio U, même comme service civique, c'est quand même un travail. Vous prenez en charge des reportages, etc. Plaisir et difficultés, ouais. Déjà, je crois qu'en termes de compétences, il y a la question de la curiosité, dans le sens où, en fait, je suis libre sur les reportages que je vais faire, et du coup, ça me permet de choisir de ce dont j'ai envie de parler, et les questions que j'ai envie de poser, l'angle que j'ai envie de prendre. Plaisir, en fait, ce qu'il y a aussi qui est intéressant de travailler à la radio, c'est que je vais faire plein de choses différentes. Il y a des jours, je vais être dehors parce que je vais faire un reportage, je vais faire une interview, je vais faire un micro-trottoir. Il y a des jours, parfois ça peut me prendre plusieurs semaines, où juste je vais faire de la recherche, ou alors je vais faire du montage, je vais enregistrer aussi les voix dans les studios. Donc il y a plein de... C'est assez varié, ouais. Les compétences, vous oubliez les compétences techniques quand même importantes. Hein. Oui, bien sûr. Oui, que j'ai appris aussi. Il y a eu une formation au début du service civique, et puis on apprend avec le temps. Si je prends la technique de la quotidienne, par exemple, au début c'était très compliqué de faire un sans faute sur une quotidienne. Il y a un moment où j'allais oublier de mettre tel son. Ça m'arrive encore de faire quelques erreurs, mais en tout cas, on apprend avec le temps. Et voilà. Moi, je peux témoigner, on a travaillé ensemble sur un reportage, on a réussi à prendre des sons directs de quelqu'un et greffer dessus des sons d'ambiance. Et vous avez su régler un matériel très simple qui était un zoom pour arriver à saisir vraiment un son d'ambiance. Ouais. Ce qui est intéressant avec la radio, c'est que c'est un peu comme faire du cinéma. On va créer une image du coup sonore. Et donc, effectivement, par exemple, pour la réserve de matériaux, comment on va dire qu'on rentre dans la réserve. Là, par exemple, je suis en train de faire un reportage sur les transports. Du coup, je parle du problème des voitures, j'enregistre des sons de bouchons. Et après, je vais rencontrer une association, la BAPAV, donc Brest à pied et à vélo. D'un coup, je passe du son du bouchon au son du vélo. Qui est moins fort. Ouais. Voilà, et en fait, c'est ça, on va aussi... Il y a un côté créatif. C'est ça. Mais il y a un côté très technique, il ne faut pas se ramasser. Ouais. On a compris que pour l'instant, vous êtes sur des boulots, vous n'êtes pas déterminé, vous n'avez pas encore déterminé votre vie sur un travail, comme ça arrive à certains.
Et tous les deux, vous interrogez sur l'intérêt ou la nécessité de travailler. Avant d'aborder cette question de fond, vraiment très forte, on va parler quand même de l'autonomie financière, parce que je précise que vous êtes tous les deux autonomes financièrement à 21 ans, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens. Et là, on rentre dans le détail, dans le tableau Excel qui fait que l'argent rentre et sort. Donc déjà, les rentrées financières, alors pour vous, Mao, là, on peut parler du prix libre, parce que est-ce que le prix libre de nourriture, on va dire de sandwich ou de wrap dans une fête techno, est-ce que ça permet de tirer un chiffre d'affaires ? Bah oui, sinon j'arrêterais parce que ça prend pas mal d'énergie quand même. Alors si je fais une moyenne, parce que du coup le prix libre fait que c'est aléatoire, parce que ça dépend du nombre de gens qui viennent manger et ce qu'ils donnent, mais en moyenne ça fait environ 250 € de bénéfices par soirée. Sur combien, j'ai pas calculé, mais une 20 heures de boulot Ouais, c'est ça. De nuit on va si on peut arrondir à 24 heures non-stop quoi, de boulot. Ouais, de nuit, dans un environnement très bruyant. Bon, Ouais. La musique, c'est pas du bruit, mais quand même. Et avec des gens qui sont en fête. C'est ça, en fait. Et du coup, oui, ça fait en moyenne 250 € de bénéfices. Donc du coup, la rave party, c'est que le week-end. Donc le défaut, c'est que je peux le faire que 4 fois par mois. Et puis il faut enlever quelques frais, malgré tout. Ouais, c'est ça. En bénéfice 250 et en chiffre d'affaires, c'est peut-être 270, 80. Ça me coûte 30 € de faire ça. En comptant l'essence, si je compte tout sauf le temps, ça me coûte 30 € en moyenne. D'accord, donc ça faire fait une un soirée. salaire mensuel. Environ 1000 €. Mais sans avoir payé ni la sécu, ni la retraite, ni enfin rien. C'est rien ça, du tout. c'est que là oui, il faut préciser que moi je suis dans aucun cadre légal. En fait, faut aussi dire que moi j'ai commencé ça depuis peu. J'ai commencé ça à plusieurs pour voir comment ça fonctionnait. Bon, en fait, à plusieurs, moi je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas possible d'être viable rentablement parce que Bah non. diviser 250 à 2, bon ça fait trop peu. Mais oui, du coup, aucun cadre légal. C'est-à-dire que moi j'ai commencé, ça fait depuis septembre, j'ai fait une quinzaine d'événements. Oui, en fait, il fallait se lancer dans. En fait, je travaille. Dans le contexte, c'est que je travaillais en usine et en fait, avec un ami, et puis on s'est dit, mais c'est quand même trop débile ce qu'on fait. Il n'y a pas un boulot qu'on pourrait faire qui soit censé, quoi. Et vu que nous, on est dans le milieu de la rave party, la techno, on s'est dit, en fait, là-bas, en fait, on peut carrément se pointer et faire à manger, ça paraît possible. Et du coup, on a essayé, ça a marché. Donc oui, par contre, du coup, on a essayé simplement, facilement, mais du coup, aucune structure légale, on cotise rien du tout. Bon, la police nous dit rien, mais on n'est pas à l'abri qu'un jour, ils nous posent des questions. Ou qui vous disent, bon, vous dégagez, on confisque la voiture. On ne sait pas jusqu'où ça peut, mais voilà. Bon, ça c'est une première rentrée. Il y a la deuxième rentrée avec les bijoux aussi. Il y a moyen d'en faire un chiffre dans un tableau Excel. Les bijoux, c'est plus un complément. En fait, moi j'aime bien créer des trucs. Je suis très curieux, donc du coup, moi je suis content de faire quelque chose que les gens ils aiment porter après. Bon, je sais pas, je pense que c'est environ 40, 50, 30 € par soirée. Donc c'est-à-dire que c'est pas essentiel, mais ça rajoute un truc. Et si je reviens sur le prix libre, malgré tout, on voit bien que vous avez quand même un tableau Excel comme tout le monde et vous voyez bien entrée, sortie, etc. Ouais. Ça remet pas en question l'idée de prix libre ? Non, pour moi l'idée du prix libre, c'est vraiment En fait, pour moi, c'est de la politique, dans le sens où... c'est le budget politique, c'est le 10% culturel. Non, dans le sens où c'est social, quoi. Oui, c'est vrai. C'est qu'en fait, manger, c'est essentiel. Pourquoi quelqu'un n'aurait pas le droit de manger ? Alors que pourtant, dans toutes les business de bouffe, on sait que les gens ils jettent. C'est-à-dire qu'ils vont prévoir plus pour vendre maximum. Alors pourquoi ils peuvent pas donner un peu à ceux qui n'ont pas de sous ? Alors on pourrait se dire, mais oui, mais puisque s'ils donnent gratuit et tout le monde prendrait gratuit. Mais en fait, c'est pas. Je trouve qu'en fait, cette logique-là, elle est pas du tout pérenne pour avoir des humains qui soient matures, parce qu'en fait, ça fait pas réfléchir les gens. D'une part sur le prix, ça fait questionner les gens sur pourquoi les choses elles ont tel prix, et ça fait aussi dire aux gens, en fait, vous pouvez mettre plus. Si vous êtes riche, c'est le moment de mettre des sous. Si vous êtes pauvre, vous pouvez prendre. Donc en fait, ça fait réfléchir les gens, et ça me fait réfléchir. Et l'entrée à la fête techno, c'est payant ? Généralement, c'est prix libre. Alors, moi, aussi, ouais. Alors, et moi, vu que du coup j'arrive avec, je rajoute quelque chose à la fête, ils me demandent pas de payer. Après, généralement, je leur donne, on va dire 10% de ce que je gagne à la fin pour soutenir le. D'accord, tout est négocié à chaque fois, tout est discuté, le prix est très discuté. Non, c'est pas discuté, mais en tout cas, discuté, non.
c'est pas stable. C'est pas. Non, ouais, c'est très wall again, quoi. Très, ça se fait comme ça, quoi. C'est jamais. Wall again. Ouais, il y a pas de contrat, quoi. D'accord. Alors pour vous, c'est plus simple. Oui. Peut-être qu'on ajoute quand même, parce que de temps en temps, quand vous avez des problèmes sérieux d'argent, que vous voulez investir, parce qu'à côté de ça, vous avez une vie libre, on va en parler après, au fait de, par exemple, de la vidéo. Donc là, il faut acheter une caméra. Il y a aussi votre père qui vous a déjà aidé, qui vous aide, mais avec une condition qui est posée par la mère, c'est intéressant, qui est qu'il faut considérer l'argent qui vous est donné par les parents comme un investissement, c'est-à-dire pour acheter des choses qui vont servir à rapporter de l'argent ou à faire quelque chose d'autre, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai quitté le lycée expérimental, donc à 20 ans, donc à 20 ans, j'avais pas de diplôme, j'avais rien, et ma mère, elle m'a dit, mais en fait, c'est mort. Là, il faut que tu apprennes à te débrouiller tout seul, on va pas continuer à te donner des sous pour que tu vagabondes. C'était concrètement ça. Et du coup, mais mon père, il me filait quand même 200 € par mois, et du coup... 200 € par mois, ouais. Ouais, du coup, l'accord qu'on a eu avec ma mère pour que ça se passe bien, c'est... Enfin, après, moi, je trouve ça logique, donc je suis de manière consciente. C'est que, en fait, ces sous-là, je peux pas les utiliser pour vivre. Je peux pas manger avec. C'est pas des sous... Je les garde de côté pour des investissements, des caméras, des trucs qui coûtent cher. C'est un budget de lancement. C'est ça. Et que, du coup, l'idée, c'est que je vive de mes propres sous. Bon, et alors, Tilwan, bon, ça va être plus simple. Oui, parce qu'il n'y a pas de prix libre, donc ouais, moi je gagne 610 €. Je crois qu'il y a eu une augmentation il n'y a pas longtemps, mais environ 600 € par mois. Et vous vivez avec ce budget? Oui, ouais, grâce aux appels en partie, parce que j'ai 230 € d'appels par mois, sachant que j'ai un loyer de 400 €, donc ouais, en gros j'ai 200 € de loyer par mois, et après il me reste 400 € pour vivre. Et je vais enchaîner avec vous directement sur les besoins. Est-ce que ça couvre vos besoins? Oui. Le besoin, c'est quoi? C'est un logement? C'est un logement, c'est manger, et bon, c'est les deux les plus importants. Et après, ça va être un peu de divertissement, aller au cinéma, se déplacer? Se déplacer, ouais. Mais ouais, après, ça fait que 1 mois ou 2 que je suis autonome financièrement. Ça a été un peu compliqué en début d'année. J'ai eu des salaires en retard. Oui, j'ai eu des problèmes avec les appels aussi qui sont arrivés. Forcément, en fait, c'est arrivé 5-6 mois. Enfin, c'est normal, ça prend toujours du temps avant d'arriver. Ce qui fait d'ailleurs que là, ça fait 2 mois que j'ai pas eu à payer de loyer, parce qu'en fait, j'ai reçu 800 € d'appels d'un coup. Et donc, c'était pas du tout stable. Et là, ça va faire 1 mois, 2 mois que c'est stable. Mais ça, c'est juste des problèmes de trésorerie. Votre mère vous a prêté de l'argent à un moment. Oui, mes 2 parents m'ont prêté de l'argent. Et il y a aussi une forme de stabilité. Si j'ai un problème demain, mes parents vont pouvoir m'aider aussi sans problème. En précisant qu'ils ne sont pas forcément si riches que ça, mais ils sont pour leur enfant, ils le feraient, surtout que vous êtes tous les deux très jeunes. Du côté des besoins, c'est un peu différent chez Mao. Comment vous mangez, comment vous logez, ouais. Alors, du coup, moi, ça fait 2 mois que j'ai arrêté de travailler en usine, et du coup, avant, je suis dans une colocation. Du coup, quand j'ai arrêté de travailler en usine, je savais pas encore que mon modèle de faire à manger était viable. Du coup, par sécurité, je me suis dit, bon, bah, je retourne chez mes parents pour pas avoir de logement à payer et pas se retrouver dans la mouise. Du coup, j'ai pas de logement à payer. Du coup, moi, je me nourris principalement d'invendus alimentaires que je vais chercher ou qu'on me donne, que les grandes surfaces, tout ce que les grandes surfaces ne vendent pas. Oui, quand la date est périmée, mais de quelques jours seulement. Ouais, c'est ça. Faut dire qu'eux, ils jettent comme des sagouins. C'est-à-dire que plusieurs fois par semaine, un même petit intermarché de campagne va jeter 2 mètres cubes de nourriture sans exagérer. Ah oui, ils jettent des légumes, produits transformés, emballés, donc du coup, qui n'a pas le temps de moisir, parce ça va rester très peu de temps. Ils envoient tout ça. J'ai noté 2 façons de se les procurer. Bon, on s'entend avec la grande surface, elle accepte, elle les donne. Soit quelquefois, il faut aller les chercher dans leur poubelle, dans leur entrepôt, mais en précisant que tout ça, c'est tellement bien emballé que c'est juste un emballage supplémentaire, la poubelle, d'une certaine manière.
Complètement. Après, ouais, c'est pas l'image d'une poubelle avec plein de mouchoirs blancs, des poussières dedans. En fait, ils trient, la plupart du temps, ils trient leurs poubelles. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont une poubelle. Enfin, c'est une sorte de big bag avec des légumes, un big bag avec des produits transformés. Et qu'en fait, du coup, effectivement, en fait, généralement, les grandes surfaces veulent pas donner. Ils disent qu'il faut une association. Mais en fait, ils ont toujours des biodéchets derrière leur magasin. Et sinon, les biocups, ils donnent pas mal quand on leur demande, mais du coup, en fait, ce qu'il faut faire, donc du coup, c'est pas dans les clous, mais en fait, il faut escalader leur palissade derrière le magasin. Il y a des caméras, mais en fait, jamais eu de problème. Une fois, il y a un vigile qui est venu, nous a dit, vous faites ça, vous n'avez pas le droit, mais c'est une tolérance. Mais faites-le. Donc, c'est toléré, ou alors du moins, il laisse faire. Après, même des fois c'est compliqué d'accès. Hein. Je pense que des fois, il y a des barbelés, tout ça. Donc, ça dépend des magasins. C'est pas accessible pour tout le monde. Mais du coup, oui, c'est complètement propre dans le sens où, en fait, les choses n'ont pas le temps de moisir. Elles restent quelques jours dans le magasin. Après, dans l'arrière du magasin, ça repart. Donc, en fait, il faut arriver au moment où ils les mettent dans leur big bag. Et en fait, si t'es pas en été et que ça crame pas au soleil, les choses, c'est juste, oui. Oui. C'est en bon état, c'est très bien, c'est consommable sans aucune crainte. Ça fait 2 ans que vous faites ça, je crois que vous n'avez... Ah oui, ça fait 2 ans que je me nourris essentiellement comme ça. Aucune maladie, vous avez l'air en pleine forme. Oui, j'ai pas jamais tombé sur un truc qui m'a mis malade. Non. Ça conditionne un peu peut-être le régime alimentaire, vous êtes végétarien, mais mangez du fromage. Ouais, je suis végétarien, pas vegan depuis très longtemps, moi, depuis mes 15 ans. Parce que c'est vrai que la viande pose plus de problèmes, ou le poisson aussi peut-être. Ouais. D'accord. Et le logement, actuellement, c'est vos parents ou des copains C'est ça, j'ai plus de logement à payer. En sachant, je précise, mais on va l'aborder un peu plus loin, c'est que vous commencez à envisager de construire un logement pour ne plus dépendre de personne sur la question du logement, c'est ça? C'est ça. En fait, quand je suis sorti du lycée, que je me suis dit, il faut quand même prendre les choses en main, on va pas être dans des études... Enfin, ça me plaisait. En fait, c'est la première fois que je vivais hors dehors de chez mes parents quand j'étais au lycée expérimental, parce que du coup, c'était à Saint-Nazaire, que moi je viens de Rennes. Du coup, je me suis dit, mais en fait, moi, je veux garder ce confort de vivre chez moi. Et du coup, je me suis dit, mais oui, mais en fait, j'ai pas envie non plus de travailler à l'usine comme j'ai des amis qui le font, ou d'être dans un logement crous. Moi, je veux vraiment un chez moi, mais pas avoir le risque de me dire, pas être sous la dépendance de devoir donner la moitié de son temps au travail, parce que du coup, il faut payer chez soi. Donc, comment faire? Et du coup, je me suis dit, en fait, moi, mon père, il est artisan traditionnel avec la terre crue. Mon frère fait de la charpente. En fait, je suis pas du tout dans le bricolage, mais je vois que c'est possible. Et qu'en fait, moi, j'ai construit un dôme géodésique en bois. En fait, l'idée, c'est d'acheter une ruine cadastrée pour que légalement, j'ai le droit d'habiter rénover un lieu. Oui, il faut un droit de construire, un permis de construire. Que effectivement on peut construire dans un champ son petit habitat léger avec aucune dalle en béton qui n'ait très peu d'impact sur l'environnement, mais bon, légalement c'est répréhensible. Du coup, l'idée là, c'est que j'ai travaillé en usine quelques mois avec un ami, c'est qu'à deux on a tout mis, on met tous les sous de côté et que on achète un bâti et qu'on construit nos habitats légers dessus. Ouais. Comme ça, l'idée c'est de plus avoir à payer le logement pour pouvoir avoir la liberté de partir, revenir sans avoir la crainte de devoir payer. D'accord, ça va nous amener à la deuxième partie, parce que là, à cause de l'horaire, on va clore ce premier numéro. Donc, nous recevions Mao et Tilouane, 21 ans, qui sont en choix pour travailler, pas travailler, comment travailler, etc. Au prochain numéro, on va vraiment creuser la question de l'orientation professionnelle et des raisons encore une fois, de peut-être vraiment chercher à faire un métier ou au contraire s'en affranchir. Prochain portrait, prochaine histoire, prochain métier, au prochain numéro de Un bon boulot. Témoignages, discussions et reportages sur les grandeurs et les misères du travail.